Pourquoi l'Atlantique est-il soudain devenu le théâtre central de la lutte pour l'indépendance africaine? Cette interrogation n'est pas un simple effet de style, elle révèle le secret le mieux gardé des empires. Un fil invisible relie Caracas à Ouagadougou, le Sahel à la diaspora tissant une nouvelle toile de résistance. Posons-nous la question. Que s'est-il passé pour que l'océan qui, jadis, symbolisait l'exil, l'esclavage et l'arrachement, devienne aujourd'hui le pont vivant des nouvelles alliances? L'Atlantique, jadis parcouru par les navires négriers, voit désormais passer d'autres vaisseaux, ceux de la solidarité, du commerce alternatif, de la résistance logistique. Aujourd'hui, le blocus pétrolier imposé par les États-Unis contre le Venezuela dépasse largement les frontières d'Amérique latine. Ce n'est pas un conflit isolé, mais un test grandeur nature dont les répercussions frappent directement l'Afrique. Désormais, les navires militaires ne gardent plus seulement les côtes vénézuéliennes. Ils dessinent l'avenir réservé à toute nation du Sud qui oserait s'émanciper. Ce scénario n'est pas nouveau. Il rappelle par exemple le blocus de Cuba dans les années 60, quand l'Empire américain tenta d'isoler l'île après sa révolution. À l'époque, le monde entier observa comment une nation pouvait résister à la pression d'un géant, en créant des réseaux alternatifs d'approvisionnement, en s'appuyant sur la solidarité du Sud et du bloc socialiste. Derrière les sanctions, le scénario se répète. Asphyxier l'indépendance énergétique, imposer qui peut vivre de ses propres ressources, rappeler que le dollar règne encore sur nos vies. Mais pourquoi l'Empire s'inquiète-t-il autant d'une poignée d'accords sud-sud? Pourquoi la coordination entre le Sahel et l'Amérique latine, entre l'or africain et le pétrole vénézuélien, fait-elle vaciller Washington? Imaginons un instant un Burkina Faso qui échange directement avec le Venezuela sans passer par les circuits d'or traditionnels. L'or burkinabé rencontre le pétrole vénézuélien dans une transaction qui contourne le dollar. Les bureaux de change de Paris ou de Londres ne fixent plus le prix. Ce sont les deux partenaires qui décident de la valeur de leurs ressources. Pour Washington, c'est une menace existentielle car cela signifie la perte du levier monétaire, du contrôle sur la fixation des prix mondiaux et donc sur la capacité d'imposer sa volonté. La réponse ne se trouve pas dans les discours officiels. C'est la crainte d'un réveil du Sud, d'une Afrique et d'une Amérique latine qui s'organisent, qui bâtissent des alliances hors du contrôle du Nord. La diaspora doit lever le voile. Derrière ces stratégies logistiques et ces embargos, c'est la souveraineté de toute une génération qui se joue. Pour illustrer ce propos, souvenons-nous du mouvement des non-alignés dans les années 50 et 60. Alors, des leaders comme Nasser en Égypte, Nehru en Inde, Tito en Yougoslavie et Sukarno en Indonésie avaient compris l'enjeu de s'unir pour ne plus être des pions sur l'échiquier Est-Ouest. Aujourd'hui, la dynamique Sud-Sud est la digne héritière de cette vision. Elle refuse de choisir entre deux empires et propose une troisième voie, celle de la souveraineté partagée. Refuser de voir cette dynamique, c'est laisser d'autres décider de nos richesses, de notre avenir, de la dignité de nos enfants. C'est accepter la perte de notre pouvoir d'achat, le pillage de nos ressources, la soumission à des lois étrangères. Mais si nous embrassons cette révolution silencieuse, si nous comprenons le sens profond de chaque embargo, alors l'Afrique peut reprendre en main son destin. Pour comprendre comment cette bataille s'organise, il faut lever le voile sur les véritables armes de l'Empire, car ce ne sont pas toujours les canons qui décident encore du sort des continents. Depuis des générations, le même scénario se répète, mais cette fois, la résistance prend une ampleur nouvelle. Observez attentivement. Le blocus pétrolier imposé par les États-Unis contre le Venezuela n'est pas un événement isolé. C'est un test grandeur nature, un terrain d'expérimentation pour des tactiques qui bientôt viseront l'Afrique. Ce qui se joue là-bas aujourd'hui s'écrira ici demain. Le procédé est immuable. D'abord, on salit la réputation d'un peuple qui ose défendre sa souveraineté. Ensuite, on l'affame par des sanctions. On coupe son accès à l'énergie, on raréfie les biens indispensables. Enfin, on lui impose un contrôle, sous prétexte d'aide humanitaire ou d'ordre international. Souvenons-nous de l'Irak soumis à l'embargo au cours des années 90. Le peuple souffrait, l'économie s'effondrait, les hôpitaux manquaient de tout, mais la rhétorique restait la même. Il s'agissait, selon l'Empire, de protéger la paix mondiale. En réalité, il s'agissait d'imposer l'obéissance par la souffrance. Depuis toujours, l'énergie et l'or du Sud sont considérés comme la propriété du Nord. Nos richesses n'ont de valeur que lorsqu'elles dorment dans des coffres à Londres ou à New York ou servent à alimenter des industries lointaines. Qu'un pays du Sud tente d'utiliser ses ressources pour son propre essor, la riposte est immédiate. Embargo, gel des avoirs, pression économique.
Ce fut le cas avec l'Iran qui, après avoir nationalisé son pétrole dans les années 50, fut frappé d'un embargo et d'une intervention extérieure visant à restaurer un régime docile. Plus récemment, la Libye de Kadhafi, qui voulait créer une monnaie africaine indexée sur l'or, a subi des pressions extrêmes, puis une intervention militaire qui a plongé le pays dans le chaos. Mais aujourd'hui, une génération nouvelle refuse ce destin. Ibrahim Traoré, capitaine du Burkina Faso, incarne ce sursaut. Il ne demande la permission à personne pour réinventer l'avenir. Il proclame que l'or du Sahel ne servira plus à acheter le silence du Nord. Il propose une stratégie inédite, le bouclier or contre pétrole. Un échange direct entre États souverains, sans passer par le dollar, qui redonne à l'Afrique et à l'Amérique latine la maîtrise de leur destin. Ce n'est pas qu'un symbole, c'est une révolution économique et géopolitique. Si nous fermons les yeux sur ces tactiques de blocus, si nous acceptons que la valeur de nos ressources soit fixée ailleurs, c'est notre dignité économique qui s'efface. Le prix du carburant, de la lumière, du pain, tout dépend de ces jeux d'influence lointains, qui n'enrichissent jamais les peuples africains. Prenons l'exemple du Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique. Malgré cette richesse, la population subit régulièrement des pénuries d'essence, faute de raffineries locales et en raison de contrats léonins imposés par des compagnies étrangères. Le paradoxe est cruel. Le pays exporte son pétrole brut, l'importe raffiné à prix d'or et voit sa jeunesse s'exiler faute de perspectives. Voilà pourquoi la lutte du Venezuela résonne jusque dans le Sahel et partout dans la diaspora. Ce n'est pas une simple rivalité entre États. C'est la répétition d'un vieux schéma impérial où chaque tentative d'émancipation du Sud rencontre blocus, faim et propagande. Mais cette fois, quelque chose a changé. Face aux vieilles stratégies, une alliance inédite se construit. Traoré n'est plus seulement un chef d'État. Il incarne une Afrique fière, consciente de ses blessures, mais résolue à transformer ses ressources en instruments de puissance. En liant l'or burkinabé au pétrole vénézuélien, il défie le monopole du Nord et propose une alternative qui fait vaciller l'ordre ancien. Imaginons la scène. À Ouagadougou, dans une salle sobre mais tendue, les représentants du Burkina Faso et du Venezuela signent un accord historique. Devant eux, des lingots d'or, des barils de pétrole, des contrats rédigés en français, en espagnol, mais surtout en dehors du langage de Wall Street et de la City. Le sourire de Traoré n'est pas celui d'un vainqueur, mais d'un homme libre. Si nous laissons ces méthodes se répéter sans réagir, nous renonçons à la souveraineté économique, pour nous et pour nos enfants. Notre dignité, notre pouvoir d'achat, notre avenir sont menacés. S'unir à ce mouvement, c'est refuser d'être spectateur de sa propre dépossession. Mais les forces en présence ne comptent pas s'effacer sans riposter. Dès lors, chaque initiative africaine devient la cible d'une guerre hybride menée dans l'ombre. Cette guerre ne se mène plus seulement sur les champs de bataille ou dans les couloirs de la diplomatie. Elle s'insinue dans les réseaux informatiques, les places financières, les médias internationaux. Les campagnes de désinformation, les cyberattaques, l'espionnage économique sont les nouvelles armes de l'Empire. Et si la véritable force ne résidait pas dans l'affrontement frontal, mais dans l'art de disparaître des écrans de contrôle de l'Empire? Le pouvoir ne s'exprime plus par la taille des canons, mais par la maîtrise de l'information, de la finance et des flux commerciaux, tout en restant insaisissable. L'Empire le sait. Il ne peut plus ignorer l'Afrique qui s'éveille. Il abat alors sa carte la plus redoutable, celle de la surveillance absolue. Aujourd'hui, la domination passe par le contrôle intégral des flux financiers. Chaque virement, chaque paiement, même le plus modeste, transite par SWIFT, ce réseau occulte où tout mouvement est surveillé, filtré, puis parfois stoppé, d'un simple ordre venu de Washington ou de Bruxelles. Il suffit de quelques mots pour geler tous les avoirs d'un pays d'Afrique ou d'Amérique latine, asphyxiant instantanément son économie. Ce n'est pas une sanction, mais une opération chirurgicale contre la souveraineté. À titre d'exemple, en 2022, la Russie a été partiellement exclue du système SWIFT, plongeant ses banques dans la tourmente et forçant le pays à développer en urgence des alternatives comme le SPFS ou à s'appuyer sur les systèmes chinois. Cette démonstration de force a servi d'avertissement à tous les pays du Sud. Personne n'est à l'abri d'un bannissement financier, mais la riposte émerge dans l'ombre. Face à ces chaînes invisibles, le Sud invente une nouvelle arme, l'invisibilité stratégique. Avez-vous entendu parler des ghost ships ? Ces navires fantômes coupent leurs balises, effacent leur identité et surgissent là où personne ne les attend. Ce n'est pas de la science-fiction. Chaque jour, des cargaisons de pétrole, d'or ou de céréales traversent l'Atlantique ou la Méditerranée, hors d'atteinte des yeux de l'Empire.
La logistique invisible se renforce avec la blockchain, qui permet de signer, suivre et échanger des contrats sans passer par les banques du Nord. Ainsi, en 2023, l'Iran a réussi à vendre du pétrole à la Chine par l'intermédiaire de navires fantômes, déjouant les radars, changeant de pavillon et falsifiant les documents de cargaison. Cette tactique se répand désormais en Afrique où les flux d'or transitent par des routes inattendues, parfois via le golfe de Guinée, parfois par des corridors sahéliens jusqu'à la Méditerranée. La diaspora devient, elle aussi, une force impossible à contenir. Des ingénieurs sénégalais à Paris, des traders béninois à Londres, des développeurs vénézuéliens à Buenos Aires. Tous mettent leur expertise au service de réseaux alternatifs. Ils conçoivent des corridors de paiement en crypto-monnaie, bâtissent des banques de l'ombre, financent des projets souverains sans que le dollar puisse les arrêter. La diaspora n'est plus simple témoin, elle devient la colonne vertébrale d'une résistance mondiale. Prenons l'exemple de la start-up Africoin, fondée par des membres de la diaspora ivoirienne et ghanéenne à Montréal. En créant une crypto-monnaie adossée à un panier de matières premières africaines, ils permettent des transferts de fonds rapides et anonymes, hors du circuit bancaire classique. Ce projet inspire d'autres initiatives, du Kenya à l'Angola. Peu à peu, le Sud se libère du rôle de victime. Ceux qui subissaient deviennent architectes d'un nouvel ordre. Ils bâtissent une forteresse de souveraineté, où l'or et le pétrole circulent librement entre partenaires égaux, sans l'aval des maîtres d'hier. Cette mutation reste fragile, mais elle progresse. Chaque innovation, chaque victoire logistique ou numérique ajoute une pierre au mur de l'indépendance. Mais le danger demeure. Refuser d'innover, s'exposer au grand jour, c'est risquer l'isolement, la pauvreté et la perte de tout levier sur notre avenir collectif. L'Empire n'attend qu'une faiblesse, que nous restions visibles, prévisibles, faciles à neutraliser. L'heure est venue de choisir notre camp. Mais comment ces nouvelles alliances bouleversent-elles vraiment l'équilibre mondial ? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur de l'offensive, le blocus du Venezuela et la stratégie de l'or contre pétrole. Là où l'Empire dressait hier des murs, une carte inconnue du monde apparaît sous nos yeux. Aujourd'hui, un pont invisible relie le Sahel à l'Amérique latine. Ce pont atlantique n'est ni béton ni acier, mais courage, intelligence et intérêts convergents. Il trace un corridor stratégique entre des terres que l'Empire pensait cloisonner à jamais, du delta du Niger jusqu'au cœur de l'Amazonie. Au centre de cette révolution, le bloc sahélien s'impose, uni. Près de 83 millions de femmes et d'hommes déterminés à reprendre l'or, le pétrole et la souveraineté que d'autres leur avaient les confisqués. Cette unité inédite, longtemps moquée comme une utopie, renverse les prévisions et bouleverse l'équilibre mondial. Pour mieux comprendre la portée de cette unité, rappelons-nous la conférence de Bandung, en 1955. Pour la première fois, des nations africaines et asiatiques posaient les bases d'un front commun contre la domination coloniale. Aujourd'hui, le bloc sahélien reprend ce flambeau et l'adapte aux défis contemporains. Non plus la colonisation directe, mais la mainmise sur les ressources et les flux financiers. Pendant ce temps, les fissures du Nord s'élargissent. Pris dans leurs contradictions, les anciens maîtres hésitent, s'enlisent, se divisent. Leur contrôle sur les monnaies et les routes maritimes s'effrite face à l'audace des sudistes. Prenons la crise du canal de Suez en 2021. Un seul porte-conteneur, coincé quelques jours, a suffi à désorganiser le commerce mondial et à rappeler la fragilité des chaînes logistiques contrôlées par le Nord. Imaginez dès lors l'impact si plusieurs corridors sud-sud s'affranchissent de ce contrôle. Pourtant, l'avenir de ce modèle ne dépend pas uniquement des alliances entre États. Il repose aussi et surtout sur la diaspora. Où que vous soyez, Paris, New York, Londres, Johannesburg, votre choix compte. La diaspora détient les clés du savoir, du capital et des réseaux qui peuvent changer le cours de l'histoire, en faveur ou en défaveur de l'Afrique. Le dilemme est brutal, renaissance africaine ou retour à la dépendance. Si le projet souverain s'effondre, le continent retombera dans la division, l'impuissance et l'humiliation. Mais s'il tient, une prospérité partagée devient possible, une dignité retrouvée, un futur que plus aucun blocus ne pourra confisquer. Cette bifurcation est réelle. Elle exige des décisions concrètes. Elle appelle à l'action sans délai. Mais face à cette percée, l'Empire ne reste pas inactif. Dans l'ombre, il prépare sa riposte, prêt à tout pour préserver son hégémonie. La souveraineté n'est plus une chimère, mais une réalité en construction. Aujourd'hui, plus personne ne peut se retrancher derrière l'excuse de l'impuissance. Chaque membre de la diaspora, chaque citoyen africain détient une clé essentielle.
Mais comment sortir du rôle de témoin pour devenir artisan de cette révolution silencieuse? Prenons Amadou à Ouagadougou. Au lieu d'attendre des lendemains incertains, il a franchi le pas. Il a ouvert un compte à la banque régionale AES. Tous les mois, il y dépose l'équivalent de quelques sacs de mil issus de son commerce local. Son épargne ne part plus gonfler les coffres d'une multinationale étrangère, elle irrigue désormais les racines d'une autonomie régionale, pierre après pierre, pour les générations futures. À Londres, Margaret, ingénieure, dédie une soirée par semaine à transmettre son savoir à de jeunes innovateurs du Sahel. Ensemble, ils décodent les secrets de la blockchain. Margaret ne partage pas seulement des compétences, elle organise la riposte intellectuelle contre la propagande et les manipulations qui veulent maintenir l'Afrique en position d'infériorité. En Côte d'Ivoire, une association de femmes commerçantes s'est regroupée pour financer un réseau de distribution locale d'huile de palme, échappant ainsi au circuit contrôlé par les multinationales. Elles investissent dans la transformation sur place, créent des emplois et gardent la valeur ajoutée dans leur région. Investir, ce n'est pas seulement placer de l'argent, c'est choisir où germera la graine de la dignité. S'engager, c'est refuser la disparition imposée par l'Empire. Lorsque la diaspora transfère non seulement des fonds, mais aussi des connaissances, elle fait circuler la sève vitale qui ranime les esprits et les économies, brisant le mythe de l'aide et ouvrant la voie à la souveraineté. Il est temps de rassembler notre héritage matériel et notre capital humain. Que vous soyez commerçant à Cotonou, développeur à Paris, designer à Montréal ou cultivateur à Bobo, chacun peut entrer dans la chaîne, investir dans les institutions souveraines, soutenir l'information libre face à la désinformation, proposer ses talents à l'économie régionale ou même simplement refuser de relayer les récits qui minent notre unité. Refuser d'agir, c'est abandonner à l'Empire le privilège d'écrire le scénario de notre avenir. Mais prendre parti, c'est ancrer la dignité, la sécurité économique et la confiance dans le quotidien de chaque famille africaine sur chaque continent. La victoire ne se décide pas dans les palais diplomatiques, mais dans les choix concrets de millions de consciences éveillées. Aujourd'hui, alors que l'aube se lève sur une Afrique nouvelle, une seule question demeure. De quel côté de l'histoire inscrirez-vous votre nom? Mais ce réveil africain n'est pas isolé. Au cœur du Sahel, une alliance inédite avec l'Amérique latine bouleverse tous les calculs de l'Empire. La victoire se gagne, elle ne s'accorde pas. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est un défi lancé à l'impuissance héritée. Rester passif, c'est abandonner son avenir à d'autres. Agir, c'est reprendre la plume du récit. Aujourd'hui, une nouvelle histoire s'écrit à chaque mot, chaque geste, chaque prise de conscience. L'Afrique souveraine, tant redoutée par l'ancien ordre, n'est plus un rêve lointain. Le blocus contre le Venezuela n'est que le dernier masque d'un système prêt à tout pour garder la main sur notre or, notre pétrole, notre respect. Mais pour la première fois depuis plus d'un siècle, leur emprise se fissure. Au Sahel comme en Amérique latine, les alliances se nouent. Le bouclier or contre pétrole n'est pas qu'une formule, c'est un cri de liberté. Blockchain, diaspora, réseau invisible. Ces armes réinventent la logistique et rendent nos richesses insaisissables. Notre force grandit là où l'Empire espérait nos faiblesses. Pour illustrer cette montée en puissance, pensons aux étudiants sénégalais, qui à New York créent des incubateurs de start-up dédiés à l'agro-industrie en Afrique de l'Ouest, ou à ces ingénieurs maliens qui, à Dubaï, conçoivent des drones pour surveiller les cultures et lutter contre la sécheresse sans dépendre des satellites occidentaux. À celles et ceux qui sentent battre le cœur d'une Afrique nouvelle, votre place est ici, maintenant. Vous, héritiers et bâtisseurs d'un continent inarrêtable, gravez vos noms dans cette épopée. Dans les commentaires, tapez « Souverain », suivi de votre ville ou de votre village. Montrez au monde que notre puissance est debout, notre honneur invendu. Rejoindre ce mouvement, ce n'est pas qu'un clic ou un partage. C'est proclamer, fort et clair, que le temps de l'humiliation touche à sa fin. Nos enfants méritent de naître libres, sans dette héritée, sans avenir volé. Refuser d'agir, c'est laisser d'autres décider de notre monnaie, de notre pain, de notre dignité. L'histoire ne retiendra pas les hésitants. Elle se souviendra de ceux qui se sont dressés, fiers et inflexibles, transformant chaque blocus en souffle de liberté. Chaque chaîne logistique contournée, chaque navire défiant l'interdit, chaque mot tissé entre Caracas et Ouagadougou est une victoire contre l'ordre ancien. Car le temps n'est plus à la plainte mais à l'action. Qui veut la souveraineté doit la conquérir et la défendre. L'Afrique nouvelle se construit loin des projecteurs, dans les cœurs, les esprits, les actes quotidiens. Les maîtres d'hier tremblent car, cette fois, la roue tourne vraiment. Ne laissons pas ce moment s'échapper.
Soyez fiers, soyez visibles, soyez souverains. L'Afrique et sa diaspora sont prêtes à écrire la suite du récit mondial, une ère où notre voix ne se troque plus, où notre avenir nous appartient enfin. Pour aller plus loin, voici des actions concrètes que chacun peut entreprendre. Premièrement, informez-vous en dehors des médias dominants. Lisez des journaux africains indépendants, suivez des chaînes alternatives, échangez avec des membres de la diaspora pour croiser les perspectives. Deuxièmement, soutenez des initiatives économiques souveraines. Que ce soit un projet agricole local, une fintech portée par des Africains ou une coopérative artisanale, chaque euro investi dans l'économie autonome est un pas vers l'indépendance collective. Troisièmement, formez-vous à la technologie, à la gestion, à la finance décentralisée. Les outils de demain sont entre vos mains. Participez à des ateliers, des webinaires ou créez vos propres groupes d'apprentissage. Quatrièmement, refusez les discours qui divisent les Africains entre eux ou qui opposent la diaspora au continent. L'unité est notre plus grande force. Enfin, osez rêver grand. Comme le disait Thomas Sankara, on ne peut pas tuer les idées, le monde change. Il ne tient qu'à nous d'en écrire les nouvelles règles. L'avenir se joue maintenant. L'Afrique n'est plus le ventre mou du monde, mais son cœur battant. L'Atlantique n'est plus une barrière, mais un pont. La souveraineté n'est plus une utopie, mais un chantier collectif, ouvert à tous ceux qui refusent de courber l'échine. À vous qui m'écoutez de Dakar, d'Abidjan, de Bamako, de Montréal, de Bruxelles, d'Atlanta, de Pointe-à-Pitre, de Rio ou de Kinshasa. La prochaine page de l'histoire est vierge. Ensemble, écrivons-la. Tapez « Souverain » et le nom de votre ville. Rejoignez des groupes locaux, proposez vos idées dans les commentaires, échangez vos expériences. Ce n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'un nouvel âge. Celui où, pour la première fois depuis des siècles, l'Afrique et sa diaspora reprennent la main, non pas contre quelqu'un, mais pour elle-même. La boucle est bouclée. L'Atlantique, hier théâtre de la dépossession, devient aujourd'hui le berceau d'une renaissance. À nous d'en être les bâtisseurs, les témoins et les gardiens. Ensemble, franchissons ce pont. Soyons la génération qui a refusé l'impuissance et qui a choisi la souveraineté. Voilà, la tension est retombée, mais la question demeure. De quel côté de l'histoire serez-vous ? Le choix vous appartient.